Bonjour tout le monde. Je sais pas trop comment je vais mettre ces machins en fait. Bon, ok. Je suis très content d'être avec vous, malgré une nuit difficile. J'ai envie d'essayer de vous redonner de l'énergie et de l'espoir. C'est une gageure pour cette journée, mais si j'y arrive, j'aurais fait quelque chose de bien aujourd'hui. Et pendant ces 8 ans, j'ai pris conscience que nous et beaucoup d'autres dans les ONG et tout ça, passaient énormément de temps à raconter tout ce qui va mal, à décrire par le menu à la fois l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique, la disparition des espèces, l'érosion des sols, la pollution, les désastres économiques ou les guerres, comme ce qui peut se passer en ce moment en Syrie ou ailleurs, et qu'on passait extrêmement peu de temps à se donner une vision de l'avenir. Or, on le sait très bien, pour mobiliser un mouvement assez large, on le voit par exemple dans une entreprise, on a à la fois besoin d'avoir une vision et ensuite d'essayer de décliner cette vision en une stratégie. Or, la vision, c'est-à-dire ce qui pourrait nous pousser, ce qui pourrait être le but à atteindre, était, en tout cas à mon avis, relativement parcellaire. On parlait de petites solutions à droite à gauche, qui étaient des petits gestes qu'on peut faire, mais ces petits gestes paraissaient parfois assez dérisoires par rapport à l'immensité du problème qui nous attend. Donc, en 2012, en 2010 même, j'ai décidé de commencer à écrire un film qui s'appellerait Demain, avec l'objectif de montrer à quoi le monde pourrait ressembler demain si on mettait déjà bout à bout l'ensemble ou certaines des meilleures solutions qu'on connaît déjà dans l'agriculture, dans l'énergie, dans l'habitat, dans l'éducation, dans la démocratie, et de mettre bout à bout toutes ces solutions comme si c'était un puzzle, avec l'objectif comme si on allait dessiner les plans de la maison du futur. Comme quand vous allez chez un architecte et que vous allez faire construire une maison, vous allez faire dessiner des plans, et c'est à partir de ces plans que vous allez rêver, que ça vous donnera l'énergie de supporter toutes les galères que vous allez subir avec les travaux qui seront en retard, qui seront plus chers que prévu, etc., etc. Donc là, je me disais à quoi le plan de cette maison pourrait ressembler. Donc l'idée, c'est de voir où on va exactement. Où est-ce que toute cette conjonction de facteurs nous emmène? Et ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près tout ça qui est en train de se passer. C'est qu'on a une augmentation de la population très importante. Si on continuait sur les trajectoires de 2005-2010 dans les taux de natalité, on serait 27 milliards à la fin de ce siècle. Ce qui évidemment n'est pas soutenable. Heureusement, on va plutôt décrescendo, mais on est de plus en plus nombreux sur la planète. Les personnes qui ont 70 ans aujourd'hui ont vu l'humanité tripler pendant le cours de leur vie, ce qui n'était jamais arrivé avant. Parallèlement, on a une hausse des températures, donc ça je ne vous explique pas, vous le savez. On a une hausse des inégalités extrêmement forte. J'imagine que vous connaissez tous ce chiffre, mais on a aujourd'hui 85 personnes qui possèdent autant d'argent que 3,5 milliards d'autres sur la planète. Ce qui est beaucoup. On a une augmentation des déchets, on produit de plus en plus de déchets, puisqu'on est dans une logique où il faut faire de la croissance pour créer de l'activité, de l'emploi, faire circuler la richesse. Et aujourd'hui, on fait de la croissance en produisant et en consommant. Et on a des modes de production et de consommation qui ne sont tellement pas soutenables que ça produit des monceaux de déchets. Parallèlement, on détruit les ressources pour pouvoir produire, donc ça vous savez aussi. Et on a donc Jean-Marie en a parlé beaucoup, une disparition de la biodiversité qui est absolument considérable. C'est 50% des populations de mammifères sauvages qui ont disparu ces 40 dernières années. Et tout ça va nous amener à de plus en plus de conflits, à de plus en plus de pénuries, à de plus en plus de migrations, à de plus en plus d'extinctions. Une chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que le conflit en Syrie, par exemple, a commencé par une sécheresse absolument catastrophique, qui est la pire sécheresse que la Syrie ait jamais connue, en 2010, qui a fait migrer plus d'1 million de personnes vers les villes, depuis les campagnes, qui se sont entassées dans des logements, parfois à 10 par logement. Et tout ça a créé une tension extrêmement forte dans la société, qui ensuite, s'additionnant à plein de déséquilibres politiques et de tensions géopolitiques, ont été l'étincelle qui ont amené à ce conflit. Donc tout ça est extrêmement lié, et on ne peut plus continuer à regarder ces phénomènes de façon séparée. Donc on a besoin de changer de logique, on a besoin d'aller d'une logique qui concentre toute l'énergie, tout le savoir-faire, tout le talent de tout le monde à faire du profit, pour être assez schématique, à une logique qui, au contraire,
part de la nature et des êtres humains pour regarder comment chacune de nos activités peut se mettre au service de la nature et des êtres humains. Et un de nos enjeux les plus importants, et encore plus important dans des journées comme celle-ci, c'est comment est-ce qu'on va arriver à faire ensemble? Comment est-ce qu'on va arriver à ce que des élus, des entrepreneurs, des citoyens travaillent main dans la main, arrêtent de s'opposer, arrêtent d'attendre que ce soit l'un ou l'autre qui bouge pour construire cette société du futur? J'ai un ami qui s'appelle Jean-François Nobel qui dit ça, qui dit les grands enjeux de l'humanité ne sont pas la faim, la pauvreté, le développement durable, la paix, la santé, l'éducation, l'économie, les ressources naturelles, mais notre capacité à élaborer de nouvelles organisations capables de les résoudre. Et ça, c'est peut-être un de nos plus grands défis. Donc des petits groupes qui sont capables de s'organiser, de s'auto-organiser, et qui ont plusieurs caractéristiques, notamment l'holoptisme, donc ça veut dire que tout le monde peut se voir dans ce groupe, et la polymorphie, c'est-à-dire que le groupe est capable de se recomposer en fonction des situations. Un bon exemple, c'est une équipe de foot, par exemple, où tout le monde se voit, et où les arrières parfois vont attaquer, où les avants parfois vont défendre, et où ce groupe se recompose en fonction des situations qu'il va rencontrer. Avec le fait qu'on est devenu de plus en plus nombreux, qu'on a exploré la planète de façon de plus en plus vaste, on s'est heurté à deux difficultés qui étaient le nombre et la distance. C'est-à-dire que cette organisation-là, l'intelligence collective originelle, elle ne marche pas quand on est trop nombreux ou quand on est trop loin les uns des autres. Donc on a mis en place une autre forme d'organisation qu'on a appelée l'intelligence collective pyramidale, qui est ce qu'on connaît à peu près tous aujourd'hui dans nos organisations, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les entreprises, que ce soit même dans la société en général, que ce soit à l'école. Et ça a été extrêmement efficace, cette organisation du travail, pour produire tout ce qu'on a produit pendant le développement de la civilisation industrielle. Donc ça repose sur, comme vous voyez, la division du travail, l'autorité qui est en haut de la pyramide. Il y a certaines caractéristiques, on le verra tout à l'heure, qui sont la monnaie rare aussi, qu'on trouve dans tous les systèmes pyramidaux, et beaucoup de normes et de standards. Le problème de ça, c'est que ce modèle pyramidal, il n'est pas soutenable écologiquement, et il n'est même pas soutenable socialement ou économiquement. D'une part, il produit énormément de déchets. En fait, c'est l'industrie d'hier, c'est-à-dire ce que je vous expliquais tout à l'heure. On extrait des ressources, on les détruit, on fabrique un produit. Ce produit nous sert à fabriquer de la valeur, et ensuite on le jette et ça devient un déchet. Donc on a de moins en moins de ressources, on a de plus en plus de déchets. On essaie de créer de la valeur économique, mais cette valeur économique, finalement, va dans très peu de mains, puisque dans un système pyramidal, la richesse est aspirée vers le haut, ce dont on parlait avec les inégalités tout à l'heure. Et donc on se retrouve avec de moins en moins de ressources, de plus en plus de déchets, de plus en plus d'inégalités, et la situation qu'on décrivait au début. Donc ce modèle-là a besoin de changer. On a besoin de trouver une autre façon d'organiser la société, et c'est ça qu'on va regarder maintenant. On devrait aller vers une intelligence collective globale, qui serait qui s'appuierait sur l'intelligence collective originelle, donc ces petits groupes qui sont capables de s'auto-organiser, mais qui permettrait d'interconnecter tous ces petits groupes. Et on irait beaucoup plus vers quelque chose qui ressemble au réseau, et qui ressemble beaucoup plus aux écosystèmes. Donc vous qui vous intéressez beaucoup à la naturopathie, vous étudiez beaucoup ça dans le corps. Comment est-ce que le système du corps fonctionne? Eh bien, tout ce que vous découvrez là dans la naturopathie, vous allez voir que de nombreux acteurs se posent exactement les mêmes questions et trouvent souvent des réponses très approchantes sur l'organisation de la société. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature, regarder comment marchent les écosystèmes et appliquer ça à tous les champs de nos activités? Si on prend par exemple l'exemple de l'agriculture, donc qui va être notre premier thème, on voit que la logique industrielle, pyramidale, dont on parlait tout à l'heure, nous a amené à faire plusieurs choses. D'une part, pour essayer de produire un maximum, pour un maximum de personnes. On a rasé l'ensemble de nos champs, de nos haies, de nos forêts, pour avoir des surfaces planes qui soient extrêmement bien adaptées aux machines. Sur ces surfaces planes, la plupart du temps, on fait de la monoculture. À la fois parce que ça permet de produire en plus grande quantité, parce que ça va plus vite, et que dans la chaîne industrielle donc du modèle pyramidal, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, on a le problème de la viande, que vous connaissez bien. On entasse 65 milliards d'animaux qu'on tue chaque année pour les manger, dans des conditions absolument atroces. Et pour nourrir ces animaux, on fait pousser du soja, du maïs, pour lequel on est obligé de raser encore plus de forêts. Donc on est dans un système qui, à l'origine, était bien intentionné, produire beaucoup de nourriture pour un maximum de personnes, mais qui a des conséquences en chaîne qui sont absolument dramatiques et insoutenables. Alors si on regarde comment maintenant on retourne ce système-là, là où on faisait de la monoculture, on ferait de la biodiversité,
là où on faisait... On vous entend beaucoup. Là où on utilisait du pétrole, des pesticides, des fongicides, on ne va pas du tout en utiliser et on va utiliser l'intelligence de la nature. L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est s'inspirer des écosystèmes pour le reproduire à nos organisations humaines. Et la permaculture, donc, va considérer que dans son application à l'agriculture, pour avoir un maximum de production, il faut un maximum de diversité. Donc là, sur la ferme, donc la ferme fait 20 hectares en tout, mais ils font du maraîchage sur 1 hectare, et sur cet hectare, ils ont 1000 variétés différentes. Donc ce qui est considérable par rapport à ce qu'un paysan traditionnel va avoir, et un maraîcher. Et ils ont 3 secrets. Le premier secret, c'est s'occuper énormément du sol. Pour que des plantes soient en bonne santé, il faut qu'elles poussent sur un sol en bonne santé. Sur un espace le plus petit possible, on puisse avoir un maximum de culture. Donc dans le film, si vous le voyez un jour, vous verrez que là où un agriculteur traditionnel va cultiver 3 rangs de légumes, parce qu'il faut faire passer les machines et donc il faut avoir de la place, au Bec et Loing, ils cultivent jusqu'à 26 rangs de légumes. C'est-à-dire que sur une même parcelle, ils vont cultiver jusqu'à 8 fois dans l'année des fruits et des légumes. Alors que la moyenne pour un agriculteur traditionnel, c'est 1,2 rotations. Donc si vous faites 8 récoltes sur un tout petit espace, c'est comme si vous aviez 8 fois plus grand. Donc en faisant tout ça, ils arrivent à des rendements absolument stupéfiants qui sont jusqu'à 10 fois supérieurs à ce que les agriculteurs traditionnels font. Donc encore une fois, sans une goutte de pétrole, sans une goutte de pesticides, sans une machine, et en travaillant tout à la main. 54 000 € de chiffre d'affaires sur 1000 m², vous n'êtes peut-être pas tous paysans dans la salle, mais c'est carrément de la science-fiction. Aujourd'hui, 70% de la nourriture qu'on mange dans le monde vient de petites fermes qui font entre 1 et 5 ou 6 hectares. Donc qui sont des toutes petites exploitations. Et que les grandes exploitations, ce qu'on a l'habitude de voir nous dans les pays occidentaux, produisent énormément de nourriture, énormément de matières premières agricoles qui vont à l'industrie, qui vont à la nourriture du bétail, qui vont pour les agrocarburants, mais qui représentent même pas 30% de ce qu'on consomme pour se nourrir. Et qu'on sait aujourd'hui qu'on est capable de multiplier leur rendement au moins par 2, voire par 3, par 4 ou par 10, comme le font Charles et Perrine dans leur ferme. On sait qu'on est aujourd'hui capable de nourrir l'ensemble de l'humanité avec des pratiques qui à la fois régénèrent la biodiversité, à la fois régénèrent les sols, à la fois permettent de stocker du carbone, puisque un sol qui est riche en humus, il stocke du carbone, les plantes ou les arbres qui sont au-dessus aussi, qui sont beaucoup plus sains à la fois pour les paysans et pour les personnes qui vont se nourrir avec ces aliments, et en plus de ça, qui vont redéployer des paysages absolument magnifiques, puisque vous le voyez un tout petit peu, ah ben non, j'ai que ça, mais bon, quand vous verrez les photos du Bec et Loing, vous verrez qu'on a l'impression de rentrer dans une espèce d'Éden, tellement c'est beau. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire chez nous, qui serait simple, et qui participerait justement à proposer des solutions. Et elles ont réuni des gens dans un café, et elles leur ont dit, est-ce que vous auriez envie qu'on plante des fruits et des légumes un peu partout dans la ville, et qu'on transforme la ville en espèce de potager géant. Donc au début, les gens se sont dit, c'est un peu bizarre comme idée. Et assez rapidement, ça leur a donné envie et ils l'ont fait absolument partout. Donc là, vous voyez peut-être quelques photos. Donc en bas à gauche, c'est devant le commissariat. Donc ce sont les bobbies qui cultivent leurs courgettes, leurs oignons, leur maïs devant le poste de police. Ils en ont planté à l'école, ils en ont planté à la gare, ils en ont planté devant l'hôpital, ils en ont planté en pleine ville puisqu'ils ont fait ce qu'ils ont appelé des routes potagères. Donc ils ont des espèces de trajets avec des choses comestibles, et partout, le message est le même, nourriture à partager, donc les gens peuvent se servir, et que ce soit une cerise, une courgette, une carotte, emporter ça chez eux pour le manger. Évidemment, ce n'est pas simplement avec les bacs qu'ils ont plantés dans les rues qu'ils se nourrissent, mais ça a créé une espèce de mouvement extraordinaire dans la société, où les gens se sont rendus compte à quel point c'était très important d'apprendre comment pousser les fruits et les légumes. Aujourd'hui, les habitants de Todmorden déclarent à 83% acheter une bonne partie de leur nourriture localement. Et de surcroît, ça a lancé un mouvement mondial, donc qui s'appelle les Incroyables Comestibles, qui s'est essaimé un peu partout dans le monde. Donc il y a plus de 800 villes qui le font un peu partout, dont 400 en France. Si on regarde les énergies renouvelables, là aussi, on voit qu'on a un modèle qui est extrêmement centralisé, où on a quelques grandes entreprises qui produisent de l'énergie. Donc, en France, pour l'électricité, essentiellement de l'électricité nucléaire, et pour l'énergie, puisque je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre-là, 80% de nos besoins en énergie, c'est
les déplacements et le chauffage ou la climatisation. Ça, c'est 80%. Donc l'électricité, qu'on a toujours tendance à considérer comme le gros problème, puisque le nucléaire est un vrai sujet en France, ce n'est que 20% de l'énergie dont on a besoin. Aujourd'hui, cette énergie, elle est largement produite et distribuée donc, par quelques grandes compagnies sur un modèle extrêmement pyramidal, comme on le disait tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'expériences et de théories qui disent que dans le futur, ce qui fonctionnerait, c'est ce que Jeremy Rifkin, par exemple, appelle la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire tout le monde qui serait capable de produire une partie de l'énergie dont il a besoin, à la fois avec donc, des panneaux solaires, des petites éoliennes, de façon individuelle ou collective. Donc on commence à le voir, par exemple, pour le film, on a été à Copenhague, où une grande partie des habitants se sont mis ensemble pour acheter des éoliennes qu'ils ont mis donc, en mer au large de la ville et qui produisent une bonne partie de l'électricité qu'ils utilisent. Il y a d'autres exemples qu'on a été voir. Donc là, ce sont des agriculteurs. Et il faut à la fois pouvoir produire de l'énergie, produire de la nourriture et loger les gens. Donc ils ont inventé des serres qu'ils ont appelées de l'agri-énergie, où la moitié du toit est consacrée à produire de l'électricité et l'intérieur des serres est consacré à produire de la nourriture. Là, essentiellement des fleurs, donc des fleurs locales qui sont vendues sur les marchés, et des aliments qui sont produits pour les cantines scolaires. L'intérêt de ce système, c'est que d'une part, ça protège les cultures des ouragans, d'autre part, ça permet de récupérer l'eau de pluie sur les toitures, donc ils sont autonomes en eau de pluie. Ensuite, ça permet de produire donc de l'électricité, et sur les serres que vous voyez là, ça alimente quand même l'équivalent de 12 000 foyers. Donc c'est une super production d'électricité pour les villages avoisinants. Et en plus de ça, ça permet à des agriculteurs qui parfois n'ont pas les moyens de s'installer de pouvoir le faire. Puisque l'entreprise qui s'appelle AQO qui fait ces serres met à disposition les terrains pour 1 euro symbolique aux paysans pendant des concessions qui vont de 20 à 40 ans. Donc ce qui permet d'avoir un partenariat un peu gagnant-gagnant entre les deux. Et quand les paysans possèdent déjà la terre, AQO leur met les serres gratuitement à disposition, donc ce qui prodigue tous les avantages dont je parlais, et en même temps exploite donc simplement les toitures. Qui montre, donc c'est le scénario Négawatt, qui montre que d'ici à 2050, on serait totalement capable en France de se passer et des énergies fossiles et du nucléaire en déployant là aussi une biodiversité d'énergies renouvelables. Donc à la fois de la biomasse, à la fois de l'éolien, à la fois du solaire, à la fois l'énergie des mers, à la fois l'énergie hydraulique, à la fois la géothermie. Chaque territoire a une richesse et en fonction de cette richesse, on est capable de produire un maximum d'énergie qui alimenteront à la fois les véhicules du futur, à la fois les bâtiments. On est aujourd'hui capable de construire des bâtiments à énergie positive, donc des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, parce qu'ils sont particulièrement bien isolés, parce que les appareils qui sont à l'intérieur sont particulièrement peu énergivores, et parce qu'on a des sources de production qui sont ou des mini-éoliennes ou des panneaux solaires. Vous pourrez creuser tous ces sujets-là, mais il y a une chose qui est hyper intéressante, enfin nous qui nous a passionnés dans le film, c'est la création monétaire. Qui est-ce qui dans la salle sait comment est créée la monnaie? Est-ce que vous avez une idée? 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, bon, pas beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert. C'est-à-dire que la monnaie est créée essentiellement par les banques privées quand elles font des crédits. C'est-à-dire que vous, quand vous allez acheter par exemple une voiture, vous allez demander à votre banquier de vous prêter 10 000 €, et votre banquier, s'il considère que vous êtes capable de le rembourser, va sur son ordinateur inscrire 10 000, et hop, ça va être sur votre compte. Cet argent n'existait pas avant, et le jour où vous allez le rembourser, il n'existera plus. C'est bizarre, hein? Et en fait, le banquier a le droit de faire ça à partir du moment où lui a 10 000 € dans ses caisses. Donc s'il a 10 000 € dans ses caisses, il peut en créer 10 000 qui n'existaient pas. Donc vous, avec ces 10 000, vous allez payer votre voiture, et la personne qui aura acheté votre voiture va mettre ces 10 000 sur son compte. Donc, le banquier de cette personne qui a acheté la voiture, enfin qui a vendu la voiture, va pouvoir à son tour créer 10 000 qui n'existaient pas, qui vont être prêtés à quelqu'un d'autre, qui va les donner à quelqu'un d'autre, qui va les mettre en banque, et le banquier va pouvoir recréer 10 000. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur de la monnaie, c'est-à-dire que quand vous avez 1, vous pouvez créer jusqu'à 6 qui n'existaient pas. Et donc, comme je vous le disais, à chaque fois que vous allez rembourser votre crédit, la monnaie va disparaître du système. Donc, pour qu'il y ait suffisamment de monnaie en circulation tout le temps, il faut qu'il y ait tout le temps des gens qui réempruntent de l'argent. On a besoin d'avoir des crédits. Et le résultat, vous le connaissez,
Tout le monde est de plus en plus endetté, que ce soit les États, les entreprises, les particuliers. On a des banques et des entreprises multinationales qui ont une emprise de plus en plus grande sur la société. On a tendance à dire que c'est la finance qui domine le monde maintenant, mais c'est tout à fait normal, puisque structurellement c'est construit pour, c'est un système qui pompe l'argent mécaniquement vers le sommet, comme on en parlait tout à l'heure, ce système pyramidal. Donc il y a des gens qui se sont dit, il faut récupérer le pouvoir de créer la monnaie. Donc quelques exemples très très rapides. On a été à Bristol, où il y a des gens qui ont créé une monnaie locale, donc qui est aujourd'hui utilisée dans cette ville qui fait à peu près 1 million d'habitants, par 800, donc on peut dépenser cet argent dans 800 entreprises, et le maire a décidé de se faire payer son salaire 100% en monnaie complémentaire. Les gens peuvent payer leur facture d'électricité avec cette monnaie complémentaire, avec une entreprise un peu type Enercop qui vend de l'électricité renouvelable. Et ce système-là permet de faire en sorte que l'argent continue à circuler dans le système local et ne soit pas mécaniquement aspiré ou par les banques avec les intérêts, ou par les multinationales, puisque j'imagine que vous savez ça, mais quand vous allez dépenser de l'argent dans une entreprise multinationale, il y a à peu près 80% qui part en capitalisation et il y a seulement 20% qui reste dans l'économie réelle. Alors que quand vous allez faire vos courses dans un commerce local et indépendant, c'est le contraire. Donc ça, c'est un outil, par exemple, pour faire en sorte que l'argent reste dans un circuit qui nous profite à tous. Le principe n'est pas de faire en sorte absolument de faire descendre le savoir de façon très pyramidale, justement sur les élèves, pour qu'ils le recrachent par cœur sur des copies, mais que chaque élève trouve la bonne façon d'apprendre pour lui. Il y a des élèves qui apprennent très bien en faisant, il y a des élèves qui apprennent en voyant, d'autres en écoutant, d'autres en faisant l'expérience de choses, d'autres par la coopération, d'autres par le mouvement et par le corps. Et ils ont développé toute une pédagogie qui tient compte de cette diversité-là pour faire en sorte que les élèves puissent s'épanouir dans leur talent particulier et trouvent la voie qui leur correspondra le mieux. Et je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous.